fermer les yeux. Imaginez-vous en 2519. Joël de René va nous aider à imaginer ce monde. Joël de René, je vous invite à nous rejoindre. Joël de René est scientifique, prospectiviste, docteur ès sciences et président exécutif de Biotics International. C'est un ancien chercheur au MIT dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Il a été successivement attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux États-Unis, directeur scientifique à la Société européenne pour le développement des entreprises, directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur. Il a été élu personnalité numérique de l'année en 2012. Il est également écrivain, auteur de nombreux ouvrages. On ne pourra pas tous les citer. Je citerai le macroscope parce que je l'ai eu en tant qu'étudiant et ça me fait plaisir d'être auprès de vous ce soir. Je pense à l'homme symbiotique, les 2020, les scénarios du futur, ou encore son dernier livre qui est la symbolique du vivant, paru en 2018 aux éditions 3L. Merci beaucoup Joël de René de prêter à cet exercice parce que j'avoue qu'il y a peu de scientifiques qui osent le faire et je crois que vous possédez la technique pour travailler sur ces questions-là. J'essaye en tout cas, à partir de prévisions faites à partir de l'analyse de tendances convergentes, de développer ce que j'appelle des scénarios du futur. C'est-à-dire en fait de raconter des histoires fondées sur des possibilités scientifiques et technologiques réelles et surtout comment la convergence de ces technologies entre elles conduit à des modifications fondamentales de notre mode de vie, de notre mode de réflexion. Alors si on parle du monde en 2519, c'est considéré que la société aura su s'adapter au réchauffement climatique. En tout cas, on aura trouvé des solutions. Quelles solutions on peut imaginer qu'on aura pris pour faire face à cette urgence climatique? On est en plein dedans, on est en pleine COP 2025. D'abord, j'essaye d'avoir des solutions positives, des propositions positives. Beaucoup d'entre nous préfèrent parler de catastrophe parce qu'on est tout de suite compris, on est tout de suite écouté. Je ne vais pas dire on a l'air plus intelligent, mais on dit des choses qui retiennent l'attention des gens. Moi, je pense qu'il est plus intéressant, en tout cas aussi intéressant, de prédire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les éviter. Et donc, mon attitude est positive et constructive. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer qu'on aura effectivement, en 2500, résolu par l'innovation humaine. Je crois que l'innovation est extrêmement importante. Les grands problèmes posés par le réchauffement climatique, on aura résolu ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire de mixer les énergies renouvelables entre elles, de les distribuer par des réseaux de distribution intelligents, effectuer une sorte de roaming à l'échelle internationale que j'appelle Enernet. Internet, c'est le transfert d'informations. Enernet, c'est le transfert d'énergie. Donc, en allant vers ça, on va progressivement régler les problèmes de réchauffement climatique. Vous jouez sur les mots. Je rappelle pour ceux qui nous regardent là, que vous aviez imaginé Internet. Hein. Vous aviez déjà pensé à quelque chose qui est notre quotidien aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut penser que ce que vous nous prévoyez est quelque chose qui peut se produire. On a parlé tout à l'heure de l'hydrogène. Est-ce qu'on peut imaginer que ça serait une énergie du futur ou parmi les énergies du futur? Pascal Pro en a très bien parlé tout à l'heure. Pascal Bro, moi je pense que l'hydrogène est à la fois une énergie du futur dans les piles à combustible pour fabriquer de l'électricité, mais en même temps c'est un moyen de stockage de l'énergie solaire. L'hydrogène est un stockage de l'énergie solaire qu'on peut conserver pour reproduire de l'électricité quand on a besoin. Et donc ça va être un des grands moyens dans le futur de la transition énergétique, d'ailleurs qui a été très combattue par beaucoup de lobbies pétroliers, qui continuent à l'être, mais je crois que l'hydrogène vaincra. Et c'est un hydrogène qu'on utilisera aussi dans des voitures volantes ou c'est complètement... Des drones, en tout cas des drones individuels volants. Moi je pense qu'on va aller vers des drones individuels qu'on mettra sur le dos comme un exosquelette, qui seront communiquants par la pensée, comme on communique avec des prothèses de bras ou de jambes. Et le drone individuel personnel, je le développe, je l'appelle DIEU, D-I-E-U, drone individuel électronique universel, avec une grande entreprise française spécialisée dans ce genre de produits et de services. On voit dans les transports collectifs, on va apparaître ce qu'on appelle l'hyperloop, des transports dans des tubes. Est-ce que c'est des choses qui ont un avenir probable? Oui, sûrement. L'hyperloop est à la fois économe en énergie, extrêmement rapide, pas trop difficile à construire dans des tuyaux,
Rappelez-vous, l'aérotrain de Bertin, c'était une magnifique idée. On continue à voir d'ailleurs le train monorail quand on va à Orléans, justement sur le côté gauche de la route. Et donc l'Hyperloop est vraiment destiné à un très grand avenir. Sur les questions justement d'énergie, on voit que notre habitat contribue beaucoup à la production de CO2. Comment habiterons-nous? Est-ce qu'on a des maisons à énergie positive? Comment ça sera produit? Alors les maisons à énergie positive, elles existent déjà, même des bureaux à énergie positive, des bureaux qui consomment moins d'énergie qu'ils en produisent. Et je pense qu'on va aller de plus en plus avec les réseaux de roaming intelligents vers la redistribution énergétique de bâtiments entre bâtiments et bâtiments. Aujourd'hui, des bâtiments intelligents produisent plus d'énergie au mètre carré qu'ils en consomment. Et donc, il y a une possibilité extrêmement importante pour l'avenir. On va aller de plus en plus vers ça et le numérique va beaucoup y aider. Est-ce qu'on peut imaginer que l'habitat sera quoi, plus collectif, plus concentré, ou on continuera à diffuser de l'habitat? Je pense que l'habitat dispersé, connecté par le numérique et par des grilles intelligentes, qu'on appelle les smart grids, d'électricité va se développer de plus en plus. Donc il y a la possibilité par le numérique et la transition énergétique de faire de l'habitat dispersé. Évidemment, les villes vont concentrer 80% de la population humaine en 2050, c'est un fait. Mais il y aura aussi beaucoup d'habitats dispersés reliés par le numérique et la transition énergétique. Quand on parle d'avenir, justement, il y a préoccupation, on l'a vu tout à l'heure dans les propos d'un habitant de la région, de l'évolution démographique et la question de la nourriture. Comment on pourra nourrir l'ensemble de ces populations? Est-ce que les aliments en 2519 ressembleront à ce qu'on trouve aujourd'hui? Non, je pense que de plus en plus, on va utiliser la complémentation végétale. J'explique ce que c'est. La complémentation, c'est le fait qu'on ne peut pas produire tous les acides aminés dont on a besoin. Il y en a 8 qu'on doit obtenir de l'extérieur dans l'alimentation. Et ces 8 acides aminés, comme la méthionine ou la lysine, lorsqu'ils sont complémentés, c'est-à-dire combinés, mangés ensemble, ils ont autant de pouvoir de créer des protéines que la viande. Et ça, on l'ignore trop souvent. On nous parle de viande comme étant l'aliment idéal pour fabriquer les protéines, c'est vrai, mais la complémentation végétale, moins consommatrice d'énergie, moins relâchant de CO2, on peut, en consommant des végétaux, combinant surtout la lysine et la méthionine, comme par exemple, pour vous donner un exemple précis, un plat de riz, plus en même temps un plat de lentilles, équivaut à la production de lysine et de méthionine équivalente à un beefsteak de 80 grammes. C'est-à-dire que 100 grammes de riz et 100 grammes de lentilles équivalent sur le plan alimentaire à un beefsteak de 80 grammes. On ne le sait pas, on ne le dit pas suffisamment, on devrait l'enseigner dans les écoles. C'est fondamental pour comprendre l'importance du végétal dans l'alimentation du futur. Donc on a une alimentation aussi qui servira peut-être à la santé humaine à travers ce que vous évoquez. Est-ce qu'on parle aussi un peu d'alicaments quelquefois, c'est ce qu'on peut dire? Alors on parle de plus en plus des alicaments. Évidemment, l'industrie pharmaceutique s'y intéresse énormément en s'intéressant à la prévention pour surtout éviter les maladies plutôt que les traiter par des médicaments traditionnels. Notre alimentation est le meilleur médicament tous les jours. C'est l'alimentation qui nous permet de rester en bonne santé, de vieillir moins vite, d'éviter les cancers. C'est l'alimentation aussi qui crée les cancers. L'épigénétique nous montre que notre comportement contribue à l'expression des gènes. Donc tout ceci, on le sait maintenant. À nous de faire en sorte que nous puissions consommer des aliments qui sont non seulement consommateurs d'énergie et relâchant du CO2, mais également bons pour notre santé et ralentissant du vieillissement. Et est-ce qu'on est tous égaux devant ces phénomènes? Non, malheureusement pas exactement. Il y a la génétique qui intervient, mais grâce à l'épigénétique, comme je l'ai expliqué, qui est une sorte de macro-programme qui intervient sur l'expression génétique, on peut corriger des défauts génétiques héritaux de nos parents ou de nos grands-parents en adaptant notre corps à son environnement, à son alimentation et ralentir le vieillissement. Parler du vieillissement, l'espérance de vie, je l'ai noté, était d'une trentaine d'années au milieu du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance est de 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes. Donc ça, c'était en 2018. Quelle espérance de vie on peut imaginer en 2519? Est-ce qu'un jour, l'homme pourra vivre 200 ans? Ce n'est pas impossible du tout. Ce n'est pas impossible qu'avec la transplantation d'organes bio-imprimés, vous savez, il y a des bio-imprimantes 3D qui fabriquent aujourd'hui des organes transplantables.
Donc il est possible de remplacer des organes déficients par des organes imprimés par des bioimprimantes 3D, petit à petit de remplacer de manière modulaire certains éléments du corps qui ne vont pas bien et de prolonger l'espérance de vie. Je ne suis pas comme les transhumanistes qui pensent qu'on pourrait prolonger l'espérance de vie 500 ou 1000 ans. Pas du tout. Je pense que l'idéologie transhumaniste est dangereuse, elle est élitiste, elle est égoïste, elle est individualiste, alors que l'important c'est l'intelligence collaborative, l'association des humains en réseau pour aller plus loin ensemble. Donc je pense que oui, on pourra faire des progrès extraordinaires sur le vieillissement, mais je pense que 200 ou 300 ans, même si ça paraît une sorte d'utopie, sera réalisable, en tout cas 150 ans, certainement dans le siècle qui vient, vivre 150 ans, ou même 160, 170, sera tout à fait possible. La question, c'est comment sera le cerveau, pas seulement le corps, mais le cerveau lui-même, en bonne santé. Oui, c'est ça, parce qu'on pourra remplacer la plupart peut-être des organes défectueux, mais ça veut dire qu'il y aura des fabriques d'organes défectueux ou ça sera par... Non, par des bioimprimantes 3D, on pourra fabriquer des organes. Par la culture cellulaire également. Vous avez vu qu'on fabrique des beefsteaks par culture cellulaire. On pourra fabriquer des organes par culture cellulaire. Et le cerveau, lui, on pourra l'augmenter avec l'intelligence auxiliaire, qu'on appelle encore aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc je pense que l'homme augmenté sera à la fois des organes transplantés et un cerveau doté d'intelligence auxiliaire en symbiose permanente avec notre cerveau. On va vers l'homme augmenté, l'évolution de l'homme augmenté. Quand on parle des maladies, on parle beaucoup du cancer. Est-ce que le cancer, on a réussi à le vaincre? Alors, je pense qu'il y a une technique aujourd'hui extraordinaire qu'on appelle d'un nom abrégé CRISPR, C-R-I-S-P-R, qui est une technologie d'édition des gènes. Comme on édite un texte aujourd'hui, vous avez un texte, un roman, vous dites remplacer le nom du héros du roman, Paul, par Jacques, dans 400 pages. Eh bien, aujourd'hui, CRISPR permet de dire chercher tel gène, remplacer-le par tel autre dans la totalité du génome. Et je pense que CRISPR est une des voies principales pour traiter le problème du cancer et que ce sera fait dans une 50aine d'années, même moins. D'accord, donc c'est proche par rapport à notre projection à 2519. Donc on peut imaginer que la technologie sera très bien maîtrisée en 2519. Il faut espérer en tout cas que les valeurs éthiques et les valeurs morales nous permettront de dominer la technologie elle-même, parce que la technologie sans la réappropriation par l'humain ne vaut rien. C'est la réappropriation par l'humain des technologies et auxquelles on ajoute des questions éthiques, philosophiques et spirituelles qui fait l'évolution de l'humanité. Oui, on a vu, je crois, en Chine, un professeur qui pourrait transformer à la naissance ou créer des nouveaux humains. On l'a vu déjà avec ce que viennent de faire les Chinois, avec justement CRISPR, sur un embryon humain pour essayer d'éviter, alors que la mère était porteuse du sida, qu'il ait le sida. Mais ça, c'est déjà aller très loin. C'est intervenir in vitro sur l'humain. Les Chinois regrettent d'ailleurs d'avoir fait cette expérience. Le principal auteur chinois a fait des excuses publiques il y a 3 semaines. Si on reste du côté de l'Asie, pour rester sur des questions de vieillissement, on voit le Japon commence, un pays quand même très, très vieillissant, commence à avoir des robots domestiques. Est-ce qu'en 2519, il y aura des robots domestiques un petit peu partout? Oui, bien sûr, des robots anthropomorphes, c'est ceux qui frappent le plus l'esprit. Des robots qui ont des bras, des jambes, des yeux qui bougent la tête. Mais je crois que dans 500 ans, on va aller vers ce que j'appelle des biorobots, c'est-à-dire des robots faits comme nous, de chair, d'os, de muscles, qui seront des cousins, en quelque sorte, qui vont créer une population de biorobots assistant l'homme et s'assistant eux-mêmes. Ils auront leur vie comme des animaux domestiques, mais ils n'auront pas le côté dominé par l'homme, mais ils font une population autonome qui sera utile à eux-mêmes et utile à nous. Des biorobots, moi j'y crois énormément. Je crois que dans 500 ans, on y sera. Et comment on communiquera avec eux? Comment on le fait aujourd'hui? À la voix. À la voix? À la voix, ils auront même des émotions. Et est-ce qu'on peut imaginer, parce que je crois que vous l'avez écrit, qu'on pourra aussi dialoguer avec d'autres espèces? Alors je pense qu'un des grands, extraordinaires progrès de 500 ans et même avant, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, tous les langages de la nature vont pouvoir être traduits. En d'autres termes, dans un écosystème, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des microbes, il y a l'homme. Eh bien, je pense que la traduction automatique grâce à l'intelligence artificielle nous permettra de comprendre le langage des fleurs, de comprendre le langage des fourmis, de comprendre celui des abeilles et de communiquer avec eux dans notre propre langage que eux comprendront dans le leur. La traduction automatique sera à un tel niveau de progression que tous les langages de l'écosystème deviendront compatibles entre eux.
rendez compte la découverte pour l'humain de comprendre tout l'écosystème, les plantes, les animaux et les insectes, de parler avec eux et de comprendre ce qu'ils disent. C'est en même temps une attention très forte parce que dès qu'on va se promener en forêt, on sera écouté, on pourra dialoguer. Il n'y a pas comme aujourd'hui que les parfums, il y aura l'écoute et le dialogue. Ça va être une révolution extraordinaire pour l'humanité. Ouais, ça peut... Si, impressionnant, hein. S'imaginer rentrer le soir, discuter avec vos plantes, c'est vrai que c'est assez extraordinaire comme ce qu'on peut imaginer, quoi. Pensez-y déjà, ça fait vraiment réfléchir. Hein. Tous les langages de l'écosystème compréhensibles et dialogables avec eux, depuis les plantes, les orchidées, les insectes, les papillons, les abeilles. Ouais, quand on essaye d'imaginer quelques secondes, c'est... À 500 ans d'ici, hein, le monde sera complètement métamorphosé. Regardez Léonard de Vinci, il y a 500 ans, il a prédit le robot, le vélo, la bicyclette, le parachute. Allons loin aussi, nous. Allons-y, n'hésitons pas. Tout à l'heure, vous évoquiez les technologies d'imprimante 3D. Là. On est une région assez forte en matière de production de médicaments sur notre territoire. Comment on peut imaginer demain à quoi peut ressembler une industrie du médicament demain, ça ressemblerait à quoi? Moi, je pense que le médicament va se modifier et que les grands labos qui sont aujourd'hui font leurs bénéfices en vendant des produits remboursés par la sécurité sociale en pharmacie vont de plus en plus devenir des services santé. Pas seulement des fabricants de produits, mais des services santé pour nous aider à ne pas tomber malade, sous abonnement, avec d'ailleurs des compagnies d'assurance qui vont se lier à cette synergie entre les grands labos et nous. Labos, industrie de santé et industrie de prévention. Ça va vers ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire nous soigner nous-mêmes avec des conseils avisés selon notre génétique, qu'on connaîtra de mieux en mieux. Vous savez, ça coûte 300 € de faire son génome aujourd'hui, ce que je ne recommande pas du tout, même si ça ne coûte pas cher de le faire, parce qu'on va mourir plus du stress de savoir qu'on risque d'avoir telle maladie à 45 ou 50 ans que de ne pas le savoir. Mais enfin, de plus en plus, avec l'analyse du génome, la possibilité de personnaliser les soins, les médicaments, les sports et l'alimentation, on va vers une époque de prévention extraordinaire qu'on a connue un petit peu jusqu'à maintenant, mais qui va se développer d'une manière prodigieuse et modifier tous les grands laboratoires du monde dans les années à venir. On voit bien que les activités d'ailleurs commencent à se transformer dans l'industrie. On voit les cobots arriver avec les robots. Est-ce qu'on peut imaginer que les robots vont se généraliser dans l'industrie? Alors les robots vont se généraliser dans l'industrie, bien sûr, mais pas que Déjà, il y a beaucoup de robots qui ne sont pas anthropomorphes. Un système qui vous délivre de l'argent dans la rue, vous mettez votre carte de crédit, c'est un robot. Un portail de garage qui s'ouvre, c'est un robot. Un portillon automatique, c'est un robot. Donc on voit toujours des robots anthropomorphes avec des bras et des jambes et la tête qui bouge et les yeux qui bougent, mais les robots sont déjà parmi nous, partout. Est-ce que justement ils seront de plus en plus nombreux? Est-ce qu'il y aura encore un peu de place pour l'homme dans l'entreprise ou il y aura une fonction un peu différente? Mais comme on les voit arriver depuis pas mal de temps, il y a une fonction de complémentarité en train de naître entre le robot et l'humain. Alors évidemment, on voit tout de suite le robot qui va nous remplacer. Mais il faut penser deux mots sont toujours ensemble. C'est remplacer et ou augmenter. On voit très souvent remplacer le premier abord. On dit les robots vont nous remplacer, l'intelligence artificielle va nous remplacer. Et moi j'ai dit il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Donc, plutôt que d'être remplacés, pensons plutôt à être augmentés par les robots, par l'intelligence artificielle. Devenons des humains augmentés avec des capacités d'atteindre des objectifs nouveaux, de faire des choses dont nous avions rêvé, mais que nous n'avons pas pu réaliser. Donc, entre remplacer ou augmenter, soyons positifs et voyons le côté augmenté plutôt que remplacer. Et donc, cet homme augmenté en 2519, ce serait quoi son travail, temps de travail? Est-ce qu'il travaillera moins? Est-ce qu'il travaillera différemment? Il travaillera complètement différemment, évidemment, parce que le travail intellectuel, assisté par des algorithmes, comme on les appelle de l'intelligence artificielle, conduit à un humain augmenté, des professions augmentées, un médecin augmenté, un avocat, un journaliste, un professeur augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura plus de facilité pour faire des choses routinières,
plus de facilité pour rendre pertinente de l'information dans du big data qui submerge notre cerveau aujourd'hui. Grâce aux corrélations que peut faire l'intelligence artificielle, il ou elle aura la possibilité d'extraire beaucoup plus d'informations pour son métier, son enseignement, sa communication. Et donc, il faut le voir sous l'angle augmenté plutôt que remplacé. C'est le côté positif que j'insiste à tous d'entreprendre pour penser à un avenir positif, un avenir qu'on peut construire ensemble. Vous avez raison d'insister sur ce point, parce qu'on peut se dire, tiens, il y aura moins de place. Quelle sera la place du lien social? Est-ce que ce fait d'être augmenté, ça... C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment pour un médecin qui a beaucoup de traitements de big data faits, alors que ça lui prenait un temps fou pour lui de lire des publications, qu'est-ce qu'il va avoir plus de temps à consacrer à ses patients, plus de liens sociaux, plus de liens humains. Même chose pour un professeur, même chose pour un avocat, même chose pour un manager. Le manager augmenté par l'intelligence auxiliaire, il aura plus de temps de liens humains, de liens sociaux, de charisme, de valeurs, de communication, d'écoute des gens. Donc tout ceci, il faut le voir sous l'angle positif de l'augmentation plutôt que du remplacement. On voit les effets bénéfiques de l'intelligence artificielle, de la communication. Quand on voit aussi comment ça se passait en Chine, où chacun est un petit peu observé, j'allais dire espionné d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque non plus que ces technologies soient mal utilisées? On pense tout de suite à 1984 de George Orwell, du Big Brother généralisé. Oui, Orwell avait raison, la Chine est en train de le faire. Donc il y a une différence qu'il y a, que finalement les démocraties, c'est trop facile, vont aussi adopter. En gros, ce que fait la Chine en ce moment, c'est par la reconnaissance du visage grâce à l'intelligence artificielle. Chaque personne aura une note sociale leur permettant d'emprunter de l'argent ou de voyager selon les activités civiles plutôt que inciviles, plutôt que l'incivilité qu'ils font dans la rue. Aider quelqu'un à traverser la rue donne une bonne note sociétale, permet d'emprunter de l'argent et de voyager. Malheureusement, ce que je pense et comment je le vois en tant que prospectiviste, c'est que ces technologies vont tellement se répandre que les démocraties, nos démocraties, seront tentées de le faire aussi. Peut-être pas au niveau de la Chine aujourd'hui, mais seront tentées de le faire pour vaincre les incivilités. Des gens qui jettent des trottinettes dans le fleuve, qui badigeonnent les murs d'inscription, c'est des formes d'incivilité. Avec les caméras qui seront partout, la reconnaissance des visages, ça pourrait permettre de lutter contre ces incivilités. Où va la protection de la vie privée par rapport à la réduction pour la société de ces incivilités qui coûtent cher à la société? Vraiment, le problème est là, c'est un problème éthique, c'est un problème de valeur auquel il faut que les politiciens s'habituent pour nous aider nous-mêmes à nous construire nous-mêmes là-dessus. Mais ça va se faire. Les démocraties vont quand même emprunter un peu ce que fait la Chine aujourd'hui, pas dans l'extrême chinois, mais en tout cas en partie, c'est sûr. Donc on aura des petits Big Brother, quoi. Absolument. Un petit peu diffusés. Moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas Big Brother de l'État, c'est des millions de Little Brothers. Nous tous qui espionnons tout le monde, avec les logiciels et les algorithmes que vous pouvez acheter dans le commerce aujourd'hui ou télécharger sur Internet, les gens vont être passionnés par s'espionner mutuellement les uns les autres. On a tous envie de connaître des défauts du voisin, des questions de sa vie privée, des amis. On questionne toujours les gens là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé à un tel? Il a divorcé, elle a divorcé, il s'est remarié. On est intéressé par la vie privée des gens. Eh bien, les outils technologiques, malheureusement, vont nous créer une possibilité extraordinaire d'espionner tout le monde. Donc on le voit, on va vers des systèmes de plus en plus connectés. Est-ce qu'il n'y a pas toujours sur l'aspect un peu des risques, parce que je pense qu'on a ça quand même en tête, on le voit avec un certain nombre d'interventions de hackers. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de risques de crise liés à des personnes qui seraient mal intentionnées? Oui, ça c'est sûr qu'il y a des personnes mal intentionnées, on le voit avec les hackers aujourd'hui, on le voit même à l'échelle internationale. On voit ce que les Russes ont fait avec Cambridge Analytica au moment de l'élection de Trump. Il y a des manipulations internationales par la cybersociété qui sont de plus en plus fortes. Et donc il y a un risque très grand d'espionnage individuel avec les technologies nouvelles, avec les algorithmes. Il y a un risque aussi d'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'espionnage. D'ailleurs, il y a des grandes compagnies qui le font déjà, pas pour l'espionnage, mais pour faire du profiling de vous ou de moi. C'est ce que font tous les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils utilisent déjà l'intelligence artificielle pour faire du profiling de tous les gens qui laissent des informations chez eux
afin de mieux aborder les personnes et de mieux revendre ce que nous avons laissé chez eux. Donc c'est déjà en cours. Les GAFA utilisent l'intelligence artificielle pour faire de l'espionnage de vous, de moi. Déjà, c'est un espionnage noble, entre guillemets, mais il y a une frontière très légère entre l'espionnage noble, utile, et l'espionnage dangereux. Il y a un certain nombre de courants qui, justement, quand on voit les évolutions de ces innovations de recherche, disent, tiens, pour préserver l'homme, il vaudrait mieux mettre un frein, mettre des limites. Est-ce qu'il y a une limite un jour à l'innovation ? Non, moi je crois pas qu'il faut de limite à l'innovation. C'est vraiment dangereux. On a souvent parlé de ça. Ça va trop vite, ça va trop loin. Il faut des limites à l'innovation. Les secrets de la société peuvent être résolus par l'innovation. Les solutions aux grands problèmes environnement, réchauffement climatique, notamment, peuvent être résolues par l'innovation. Donc, faisons en sorte qu'on catalyse l'innovation partout. Et d'ailleurs, moi, je vais même plus loin. Je dis, ce n'est pas simplement l'innovation qu'il faut catalyser, ce sont ce que j'appelle des systèmes innovants. Les systèmes innovants sont faits de plusieurs innovations interconnectées les uns les autres. 2 exemples, le GPS de votre voiture, qui est un écran tactile qui vous permet de savoir où vous allez, de communiquer par la voix avec l'écran quand vous avez défini où vous allez. C'est une innovation, c'est un système innovant. Ce n'est pas une innovation. Internet, ce n'est pas une innovation, c'est un système innovant. Il est fait du TCP/IP, qui est le protocole Internet, des messageries électroniques, des blogs, des sites web, etc. Donc pensons système innovant. On entend beaucoup d'industriels et de politiques parler de l'innovation. Il faut financer ça pour promouvoir l'innovation. Ils n'ont pas tort. En fait, ils ont raison. Mais il faut promouvoir les systèmes innovants, c'est-à-dire des systèmes interdépendants que l'on fait émerger par un développement dynamique et systémique de systèmes qui se marient entre eux et qui font émerger, le terme est très, très important, font émerger des systèmes innovants. L'émergence des systèmes innovants résulte de la dynamique des interactions et pas seulement de l'argent mis dans une boîte noire plutôt que telle autre. J'ai envie de vous interroger quand même sur notre place un peu dans l'univers, parce que finalement on a toujours regardé le ciel et envie d'aller toujours au-delà. À un moment donné, là, on parle de retourner sur la Lune. Elon Musk parle aujourd'hui d'envoyer un homme sur Mars. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2519, on aura établi des communautés sur d'autres planètes, sur Mars ? Alors sur Mars, certainement, dans ce temps-là, et même dans 50 ans. Sur Mars, c'est sûr. Sur la Lune, on parle déjà de village lunaire. La grande question, c'est d'aller vers d'autres planètes qui sont à 40 années-lumière, et même plus pour pouvoir savoir s'il y a des êtres vivants dans ces planètes, aller les visiter, aller les voir. Alors, on dit c'est impossible. 40 années-lumière, il faut 40 ans pour y aller à la vitesse de la lumière. Peut-on aller à la vitesse de la lumière ? La réponse aujourd'hui est très étudiée par beaucoup de scientifiques dans le monde. C'est ce qu'on appelle des voiles solaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ? Une voile solaire, c'est, comme son nom l'indique, une voile, un immense espace qui est propulsé par les photons solaires. Les photons solaires lui donnent des petites impulsions, mais comme c'est le vide autour de cette voile solaire, et comme ces petites impulsions se multiplient au cours du temps, la voile solaire accélère et accélère. Et donc, c'est un sujet passionnant. Allez sur Google, cherchez ça. Voile solaire pour atteindre la vitesse de la lumière. Vous allez voir, ça fascine beaucoup d'astrophysiciens dans le monde aujourd'hui. Voilà peut-être la réponse à aller explorer des planètes avec d'autres êtres humains à 40-50 années-lumière de nous grâce à des voiles solaires qui accélèrent. Donc on voit mais après, il faudra revenir. Est-ce qu'on a le même système ? Il faut pouvoir revenir aussi, mais les photons sont partout. D'accord, oui, ça paraît extraordinaire. Hein. Oui, c'est un sérieux projet mondial. Hein. C'est vrai qu'on peut imaginer que ça sera une révolution complète. Et oui, parce que ça accélère tellement qu'on arrive proche de la vitesse de la lumière. Donc on pourra... 300 000 km à la seconde. Donc ça veut dire qu'on pourra aller de l'autre côté de la Terre en très peu de temps. Ah ben oui, c'est peut-être pas la peine d'avoir ça pour aller de l'autre côté de la Terre. J'ai parlé tout à l'heure d'Elon Musk, et comme il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprises dans la salle, à quoi ça pourrait ressembler le métier d'entrepreneur en 2500 ? Le métier d'entrepreneur, ça a assisté énormément parce qu'on appelle, moi je l'appelle l'entrepreneur augmenté, c'est-à-dire que l'intelligence auxiliaire va beaucoup l'aider à voir des choses qui lui prennent trop de temps aujourd'hui à déchiffrer, à décrypter. L'intelligence auxiliaire va l'aider à faire des corrélations entre des choses qui sont difficiles à mettre en rapport les unes avec les autres, vont amplifier sa capacité de manager, de découvrir des nouveaux services, des nouveaux produits. Et donc, le manager augmenté, il arrive, il est pour demain. Mais au manager augmenté, il faudra toujours relier 5 valeurs que je considère comme indispensables. C'est le charisme, la vision, les valeurs
l'écoute et la confiance. Le charisme pour entraîner les gens là où il voudrait que les gens aillent avec lui. Les valeurs, parce que sans valeurs, on ne peut pas hiérarchiser le charisme et donner envie aux gens si on ne se réfère pas à quelque chose de plus grand que nous. L'écoute, ce n'est pas seulement entendre ce que les gens disent, c'est les écouter personnellement pour comprendre quels sont les problèmes humains, les problèmes sociaux, les problèmes familiaux. La confiance, c'est de permettre aux gens d'essayer des choses, les inciter à essayer, même s'ils font des erreurs. Et la confiance, l'écoute, le charisme, les valeurs, ce sont les moyens du management de demain pour permettre aux gens d'aller plus loin ensemble. Je crois qu'on peut appliquer aussi ces valeurs aux managers d'aujourd'hui. Ce qu'est le manager performant, il a sans doute ces valeurs. Absolument. Les managers performants, ils ont ces valeurs-là. Ils réussissent comme ça. Selon vous, aujourd'hui, dans la société actuelle, on voit un certain nombre de disruptions. Quelles seront celles qui auront peut-être le plus bouleversé le monde demain, telles que vous les voyez? Moi, je pense que parmi les valeurs d'égoïsme, enfin les défauts de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la violence, qui sont à l'apanage du monde d'aujourd'hui, progressivement, on va voir, ce n'est pas une vision optimiste, c'est plutôt une vision positive, se mettre en place des valeurs de partage, de solidarité, de générosité, de respect. Partage, solidarité, générosité, respect. On sent que c'est ça qu'il faudrait faire. On sent que dans certains pays, ça commence. On sent que de plus en plus d'associations humanitaires le mettent en pratique et que les gens vont vers ça. On sait ce qu'il faudrait faire. Confiance, solidarité, partage, respect de l'autre. C'est en allant vers ça qu'on va pouvoir construire ensemble un monde solidaire et respectueux des autres. C'est une disruption qu'on voit bien. C'est une disruption qui est en cours déjà, que l'on voit bien, mais c'est à nous d'y participer. Chacun à notre niveau, dans nos entreprises, dans nos familles et personnellement vis-à-vis des autres. Donc on a organisé ce temps un peu en mémoire de Léonard de Vinci, qui était un génie, vous l'avez rappelé, qui avait imaginé un certain nombre d'outils. On pense à l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin, qui sont... Le parachute, le robot, la bicyclette. Enfin, donc c'est assez extraordinaire. Quelle est, selon vous, sa plus grande invention et qu'est-ce qui pourra rester de Léonard de Vinci en 2500? Je pense que ce que je viens de citer, le robot, la bicyclette, le parachute, le char d'assaut militaire, il a quand même vu ce genre de choses avant les autres, mais je pense que une de ses plus grandes visions, d'ailleurs j'ai fait une expérience extraordinaire moi-même, j'ai mis un casque de réalité virtuelle, en fait de réalité augmentée, et je suis allé dans le parc d'Amboise de Léonard de Vinci avec tous les appareils qu'il a inventés autour de moi. Et je marchais dans ce parc et je voyais dans le casque de réalité virtuelle les appareils de Léonard de Vinci. Je pense qu'une des grandes découvertes des années à venir, grande application, va être justement la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et s'il avait eu une invention porteuse du monde de demain, encore plus que s'il a vu, j'ai cité le parachute, le robot, la bicyclette, ce serait la réalité augmentée. La réalité augmentée va changer notre monde dans les 20 prochaines années. La télévision paraîtra plate et banale à côté de la réalité augmentée. La réalité augmentée va devenir un des plus grands loisirs que les humains vont utiliser. Voir un monde différent, marcher dans un endroit impossible, en pleine forêt tropicale, sur la Lune, au fond de la mer, va être quelque chose qui va bouleverser notre vision du monde et être un des loisirs les plus prenants par rapport à la télé d'aujourd'hui dans les 20 ou 30 prochaines années. Réalité augmentée, réalité virtuelle, on y est déjà. Les lunettes sont toutes petites, essayez-les, vous pouvez les acheter sur Google. Vous avez Rift et vous avez Oculus. C'est extraordinaire. Vous pouvez les connecter, mettre votre smartphone dedans et voir des images que vous n'avez jamais vues. Donc on voit bien dans vos propos, le terme augmenté revient souvent. Donc on voit qu'on sera un homme augmenté à plein d'endroits d'ailleurs, que ce soit dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. On voit cette notion de capacité à dialoguer, je dirais, avec tout ce qui nous entoure. Donc on voit un monde assez formidable, avec des capacités peut-être de déplacement extraordinaires également. Voilà, on va vers l'humanité augmentée. D'ailleurs, il y a des gens qui ont pris des dons pour ça. Yuval Harari, dans son très intéressant livre Homo Deus ou Sapiens, il parle de l'homme-dieu. Moi aussi, dans un chapitre de l'homme symbiotique, j'ai parlé, sommes-nous en train de nous transformer en homme-dieu, entre guillemets, capable de participer à la suite de l'évolution de l'humanité, à la suite de la création. Donc l'homme-homme-dieu, nous y allons, pour le meilleur ou pour le pire. Parce que l'homme-dieu peut faire des catastrophes aussi pour l'humanité. Donc soyons conscients de l'éthique, de la valeur des autres,
du respect des autres et de la vie spirituelle. Parce qu'elle est importante, parce qu'elle nous permet aussi de compenser nos catastrophes par une vision plus grande de l'humanité. J'ai cette phrase de Teilhard de Chardin que j'aime beaucoup, qui est très simple. Il dit « Tout ce qui monte converge ». En abrégé, tout ce qui monte en spiritualité permet la convergence des humains les uns avec les autres. Tout ce qui monte converge. Retenez, c'est une belle phrase. Belle phrase. J'ai envie maintenant de vous inviter peut-être à poser des questions. Peut-être, j'imagine comme moi, vous avez envie de poursuivre. Qui souhaiterait intervenir? Allez. Attendez, on va vous donner un micro. Un micro. Bonjour, est-ce que vous pensez qu'en 2500, il y aura encore des pays, des cultures différentes, où on sera dans un monde très homogène, ou au contraire des micro-sociétés très différentes? Voilà, à quoi ça pourrait ressembler? Moi, je ne crois pas tellement à cette vision du monde de pays unitaire. Moi, j'avais pas mal critiqué mon ami Jacques Attali sur cette idée qu'il avait beaucoup développée dans certains de ses livres, d'un monde fait d'un seul grand pays. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que l'individualité des gens, la culture des gens, les individualités personnelles, humaines, conduisent à une variété. Et je suis plus pour la variété que pour l'uniformisation. Donc oui à la variété, pas jusqu'au populisme qui conduit à s'enfermer soi-même dans sa vision populiste de son pays, mais oui à la variété des cultures, à la variété des échanges et au partage pour construire ensemble le futur. Il y a une autre question. Là. Attendez. Alors, là, puis après. Une question très ciblée, j'ai cru comprendre. Là, tout en haut. Oui, et les systèmes éducatifs dans tout cela? Il y aura des enfants, des adolescents qui vont apprendre, qui vont grandir. Alors vous avez raison. Vous avez abordé à une période l'éducation systémique. Où est-ce qu'on va avec l'éducation? Merci. Alors on n'a pas intégré complètement la vision pluridisciplinaire du monde. On continue à faire de l'éducation pyramidale, verticale, de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas, alors que le monde est intégré. Il y a interdépendance de tous les systèmes. L'éducation devrait être systémique plutôt que disciplinaire. C'est pourquoi moi je crois beaucoup à ce que j'appelle la coéducation. Je pense que progressivement, grâce à Internet dans le monde, à la traduction automatique notamment, à l'intelligence auxiliaire, on va vers un système de coéducation mondiale, ceux qui savent enseignant ceux qui savent moins, plutôt qu'une éducation pyramidale et verticale en silo, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans de nombreux pays du monde. Oui à la coéducation, oui au partage, oui au respect de l'autre. C'est comme ça que je vois l'éducation du futur. Malheureusement, l'éducation actuelle, le ministère de l'Éducation verticale, ne voit pas encore les choses de cette façon, mais beaucoup d'expériences sont tentées, notamment dans notre pays, dans le sens de la coéducation. À la Cité des Sciences, nous avons développé des programmes de coéducation qui marchent très bien entre des seniors et des plus jeunes. C'est ce que j'appelle la coéducation transgénérationnelle. Les seniors bénéficiant des nouvelles technologies et de leur interdépendance que leur apprennent les plus jeunes, et les plus jeunes bénéficient de la contextualisation de tout ce qu'ils apprennent dans un contexte économique, politique, social, philosophique ou spirituel. Vous avez parlé du danger des transhumanistes, je suis assez d'accord avec vous, mais eux aussi parlent de l'homme-dieu. Donc quelle est la différence entre l'homme-dieu des transhumanismes et votre homme-dieu? Moi, je suis un hyperhumaniste, pas un transhumaniste. Je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, que le transhumanisme, pour moi, est idéologique, élitiste, égoïste, individualiste, alors que l'hyperhumanisme se fonde sur la capacité des humains à se respecter, à se connecter les uns aux autres, à créer, comme je l'ai dit dans plusieurs livres, une sorte de cerveau neuronal planétaire où nous sommes tous interconnectés. Je crois plus à l'intelligence collaborative connectée qu'à l'intelligence individuelle transhumaniste modifiée. Allez, une question tout au haut, là, et tout au fond après. On dépense actuellement une énergie folle. Je ne vous vois pas. Je suis là. Ah oui. L'homme, avec toute l'intelligence que vous avez décrite, dépense une énergie folle aujourd'hui à créer des armes de destruction,
dont on a tous peur, et on le voit bien sur le débat politique international. Est-ce qu'il vous semble raisonnable aujourd'hui que l'on puisse convaincre les entreprises mondiales qui créent ces armes à se transformer, alors ça prendra peut-être 50, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, et à se consacrer à la création de ce dont la Terre a le plus besoin aujourd'hui, c'est des énergies nouvelles, se soigner, être capable d'envisager la vie des hommes en paix plus tard. Malheureusement, non. Je ne pense pas qu'on pourra les convaincre. Les marchés et la demande est tellement grande pour ce que vous dites, pour des produits de destruction, pour des armes. Le marché est tellement énorme. Regardez aujourd'hui les milliards de dollars dépensés sur l'armement. On ne va pas les convaincre. Il y aura une évolution qui va monter de l'intérieur avec des nouvelles générations. Et je pense que c'est cette évolution qui monte de l'intérieur qui va les faire changer progressivement. Mais eux, on n'arrivera pas à les convaincre. Il va falloir vivre avec leurs désirs et leurs possibilités pendant encore malheureusement très longtemps. Il y a une question tout en haut. Oui. Vous avez parlé d'une disruption vers plus de solidarité. Est-ce que vous pensez que ces écosystèmes solidaires vont se faire plutôt à une échelle locale, là où un humain peut comprendre ces interactions, ou est-ce que ça va se faire déjà à une échelle beaucoup plus globale ? Alors ça va commencer à l'échelle locale. Je pense que la solidarité, le respect de l'autre, le partage est beaucoup plus motivant dans le cadre de villes, dans le cadre de territoires, dans le cadre de territoires partagés où les gens sont nés, où ils ont envie de l'améliorer, que dans un sens global. Mais comme ça naît dans les territoires, que les gens en découvrent l'importance et les valeurs, petit à petit, ça peut contaminer de plus en plus de territoires, de plus en plus de domaines, et progressivement, pourquoi pas, aller vers une sorte de solidarité, de générosité mondiale dans la construction en commun du futur. Mais ça démarrera localement. Bien. Il y avait une question là. Là-bas. Une question plus immédiate ou actuelle ou personnelle. Quels sont les secrets de votre excellente santé intellectuelle et physique ? Est-ce que c'est votre confiance en vous-même ou en l'homme ? Les deux. Je crois que d'abord j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille extraordinaire, une femme magnifique avec qui je vis depuis 60 ans. On va fêter notre 60e anniversaire de mariage le 12 décembre, donc très bientôt. Bravo. Donc tout ceci, ça a une influence énorme, une famille extraordinaire, des enfants et 9 petits-enfants que j'adore et qui m'apprennent beaucoup de choses. L'aîné a 30 ans, la plus petite a 2 ans. Donc tout ceci construit un sens de soi-même, une volonté de continuer. Le sport, la méditation, l'alimentation sont des éléments que j'ai décrits dans plusieurs livres, que je pratique régulièrement. À 82 ans, je fais 3 heures de surf quand les conditions sont bonnes. Donc, ça contribue sûrement à être en bonne santé, à vouloir continuer. Moi, je veux continuer, je veux vivre 100 ans et bien au-delà. Je me suis programmé pour vivre 105, 110 ans. Même si j'y arrive pas, c'est comme le pari de Pascal. J'aurais essayé, ça me fait plaisir d'essayer, et si j'y arrive, eh bien tant mieux, je serai récompensé. Derrière, il y a une question là-bas et derrière. Oui, je voudrais connaître votre opinion sur l'évolution démographique dans le monde. Alors, dans les 50 prochaines années. Oui, alors l'évolution démographique n'est plus ce qu'elle était, si j'ose dire. On a une phase exponentielle et on a atteint ce qu'on appelle une sigmoïde, c'est-à-dire que la phase exponentielle se stabilise dans le monde. En revanche, dans certains pays, elle est extrêmement préoccupante. Le Nigeria, par exemple. 400 millions bientôt sur 7,5 milliards de la planète. Donc il y a des évolutions démographiques locales très très inquiétantes. Mais la démographie telle qu'on la voyait il y a 50 ans, elle s'est beaucoup modifiée, surtout grâce aux femmes, aux nombres d'enfants par couple de femmes, la prise de conscience du danger de la surpopulation. Donc c'est moins le danger que nous voyions il y a 50 ans. Mais néanmoins, dans certains pays, ça reste un gros problème. La démographie, le partage de la nourriture, le partage des richesses. C'est le partage des richesses et des ressources qui est le plus important. Quand on voit les inégalités aujourd'hui à la surface de la planète avec les hyper riches et les hyper pauvres, on peut être inquiet. Il y avait une question ici, en bas.
Ici. Il y avait là, en premier. Oui, bonjour. Vous avez mentionné des robots anthropomorphes, pour reprendre vos mots, dotés, donc, si je comprends bien, d'intelligence logique, de mémoire. Vous avez évoqué donc également d'émotions. En quoi ces robots ne seront-ils pas humains? Post-humains, pré-humains, analogues à des humains, ces biorobots tels que je les vois dans 500 ans, à la Léonard de Vinci, ces biorobots formeront une population complémentaire de la nôtre. Ce ne sont pas des biorobots qu'on va dominer comme seront nos esclaves ou comme des animaux domestiques. C'est des biorobots à part entière qui auront leur vie propre, leurs espoirs, leurs aspirations, leurs qualités, leurs défauts. Donc ces biorobots seront vraiment des robots carrément humains, avec de la peau, des os, des yeux, des cheveux, qui nous ressembleront. Et ce sera faisable, tout à fait faisable. Avec le génie génétique et les nouvelles technologies de clonage, on va vers une population de biorobots, j'en suis certain. Là, en bas, voilà. Bonjour. Pour rebondir sur cette question, que restera-t-il en fait à l'homme? Comment l'homme occupera ses journées si toutes les tâches, tous les travaux peuvent être faits soit par des machines, soit par des biorobots? Comment vous voyez l'évolution de l'activité humaine? Uniquement en études, en Non, méditation? je le vois vers l'homme augmenté. Il y aura des biorobots, il y aura des robots classiques, il y aura de l'intelligence auxiliaire partout. Je vous ai dit ces deux mots déjà très tôt, remplacer ou augmenter. Moi, je le vois l'homme comme augmenté, c'est-à-dire toutes ses capacités d'aujourd'hui, être capable de résoudre des problèmes, être capable de manager des gens, être capable de partager, être capable d'être solidaire, d'être généreux, de respecter les autres. Je vois ces qualités augmentées par la possibilité du traitement de tout le big data qui nous prend beaucoup de temps par des robots qui nous aideront sur le plan auxiliaire à développer notre propre intelligence et à développer plus de temps en relations humaines. Oui, bonsoir. La Chine investit sur des stratégies clés comme l'intelligence artificielle, mais quelle est la place de l'Europe dans les dizaines d'années à venir? D'abord, elle est en retard, terriblement en retard. Quand on voit les sommes colossales investies par la Chine dans l'intelligence artificielle ou auxiliaire, on voit que l'Europe est en retard. L'Europe s'est partagée entre pays où chacun avait sa vision éthique de l'intelligence artificielle. Les financements européens ont tardé. On a un marché commun. On a développé des constructions automobiles ou d'avions. L'Airbus est un bon exemple de coopération européenne. Mais pour l'intelligence artificielle, il nous faut un Airbus de l'intelligence artificielle. On ne l'a pas encore. On est en retard. Encore une question? Là, ici. Et là-bas. Commencez, vous avez le micro. On lit souvent, notamment dans Sapiens, que les animaux sont un peu les grands perdants de notre époque. On détruit leur habitat. Pour notre consommation, il y a beaucoup de maltraitance, etc. Comment vous imaginez, en 2500, notre cohabitation avec les animaux? Alors, vous avez raison de mentionner Sapiens, ce livre magnifique de Yuval Harari. Il y a deux livres, Sapiens et Homo Deus, qui prévoient un peu le futur de l'homme remarquable et dans lequel il laisse une grande place aux animaux. Moi aussi, je pense qu'on va retrouver la relation à la nature et aux animaux. On mange des milliards d'animaux par an dans le monde, 10, 15, 20 milliards d'animaux. Je crois que c'est même presque toutes les heures. Le chiffre est épouvantable. Donc on va retrouver la relation à la nature et la relation aux animaux, qui vont devenir des êtres à partager, dont on partage la vie, dont on partage les aspirations. Un chien, il a des émotions comme nous. Et donc on va vers ça. Et Yuval Harari a très bien décrit comment il voit le futur de l'humanité en coopération et en complémentarité avec les animaux. Et je partage tout à fait cette vision. Monsieur? Merci beaucoup pour ce partage et cette prospective très généreuse et plutôt positive. À quoi ressemblera Dieu en 2519? Dieu, il est déjà, pour beaucoup, et pour beaucoup de scientifiques, le GPO, c'est-à-dire le grand principe organisateur que les francs-maçons appellent le Gadlu, le grand architecte de l'univers, pour beaucoup de scientifiques. Donc pour moi, il y a le GPO. Vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange avec la notion de Dieu, c'est la théologie, le dogme, la punition de la religion, telle qu'elle a transformé Dieu en un être qui nous punit si on ne fait pas ce qu'on devrait faire.
Mais moi, et beaucoup d'amis scientifiques, dont notamment Yves Coppens, Hubert Reeves, avec qui j'en ai beaucoup parlé, le grand principe organisateur de l'univers, il est là. On me demande souvent, est-ce que vous êtes croyant? Je réponds, je ne suis pas croyant, je suis constatant. Vous voyez la différence entre être croyant et constatant? Être croyant, c'est avoir la foi. La foi, c'est quelque chose auquel on croit sans se poser de questions. Être constatant, c'est au contraire constater qu'il existe quelque chose qui crée les orchidées, les arcs-en-ciel, les aurores boréales, les humains, les animaux, les plantes. C'est quelque chose, on peut l'appeler Dieu si on veut, mais pas relié à la théologie, au dogme, à la religion. C'est ça ma vision. Le GPO, le grand principe organisateur de l'univers, le GADLU des francs-maçons, ça me va très bien. Très bien. Merci, je crois qu'on arrive un peu au terme de notre soirée. Est-ce qu'il y avait encore une question? Oui, il y en avait une tout en haut. Non? Oui? Non? Non, non? Vous voyez un signe. Je pourrais, moi, poser une question? Vas-y. Le discours est très optimiste. Du coup, la fin du monde, c'est pas pour tout de suite. Et vous pensez, si ça peut arriver, c'est pour quelle raison? Alors, d'abord, mon discours n'est pas optimiste. Si vous permettez que je vous corrige, mon discours est positif. Positif. Non, mais il y a une grande différence entre l'optimisme et être positif. Il y a les gens qui s'enferment dans l'optimisme comme ceux qui s'enferment dans le pessimisme. En disant, moi, je suis pessimiste parce que, moi, je suis optimiste parce que. Et Gramsci disait cette phrase extraordinaire, il parlait de l'optimisme de la volonté et du pessimisme de l'intelligence. Quand on découpe les choses en petits morceaux d'un système complexe, on ne peut être que pessimiste parce qu'on n'arrive pas à reconnecter les morceaux entre eux. Moi, j'ai décidé de sortir de l'optimisme ou du pessimisme. Je suis positif. Positif parce que j'essaye de voir les choses positivement. Alors effectivement, il y a les collapsologues qui parlent de la catastrophe de l'humanité. Il faut dire que quand on parle de catastrophe, on est tout de suite beaucoup plus écouté. On a l'air plus intelligent. On a quelque chose à dire. Quand vous écoutez les gens au café du commerce ou dans la rue, « Ah, c'est la catastrophe, Internet va dominer le monde, le réchauffement climatique va nous tuer, les inégalités sociales vont tuer le monde. » On a quelque chose à dire quand on parle de catastrophe. Et on est tout de suite écouté. Parce que l'écoute humaine, on est programmé beaucoup plus pour la survie que pour le bonheur, a tendance à retenir les informations négatives plutôt que les informations positives. Quand on donne des informations positives, on a l'air d'être bisounours, optimiste, naïf. Être positif, c'est pas pareil que d'être optimiste. Gramsci encore, l'intelligence, de la volonté, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Aller de l'avant ensemble. Moi, c'est ma position à moi. Être positif pour aller ensemble, construire le monde de demain. Voilà comment je vois les choses, mais je ne m'enferme pas dans le pessimisme ou dans l'optimisme. Joël de René, ce sont des mots magnifiques pour conclure. Donc bravo à vous, à grand bravo. Merci.